Bien, on va reprendre la notion de forclusion et on va voir maintenant pourquoi est-ce que Lacan s'est autant intéressé à autant développer ce concept de forclusion. Eh bien, c'est pour trouver un moyen de distinguer d'une manière précise et nette une structure, la structure névrotique, de la structure psychotique. Opération que Freud n'a jamais faite. Il est vrai qu'on avait déjà trouvé dans les textes de Freud les aspects, principes de cette notion de forclusion, dans ces textes, mais il n'a jamais fait le pas décisif de formuler le concept, la notion de forclusion comme mécanisme de défense plus important du refoulement et de le mettre comme point de distinction, comme mécanisme de défense qui se retrouve seulement dans la psychose. Non, ça c'est une opération que Freud ne va pas faire et c'est Lacan qui va le faire. Comme on disait la dernière fois à la fin de la vidéo, dans l'exemple qu'on avait présenté, cet exemple de Leclerc, la forclusion porte sur un certain aspect en particulier. Pour Lacan, quand on parle de forclusion, qui est ce mécanisme qui distingue une structure psychotique d'une structure névrotique, eh bien, il ne porte pas, la forclusion ne porte pas sur n'importe lequel signifiant. Non, il porte essentiellement sur un signifiant qui est le nom du père. Avant de développer cet aspect, il faut aussi avoir en tête les décennies qui suivent la mort de Freud. Freud s'était surtout intéressé à la période édipienne, à la phase phallique. Il avait récupéré les phases précédentes, mais tout son développement sur les névroses, sur les problématiques, c'est quand que les problématiques se créent, c'est quand que la structure des problématiques va à se déposer. Et bien pour Freud, c'était pendant la phase phallique. Après, il y avait régression, mais c'était pendant cette phase-là que tout explosait. Dans les décennies qui suivent la mort de Freud, c'est-à-dire la génération suivante de psychanalystes, eh bien, les psychanalystes vont s'intéresser, vont commencer à observer même les enfants en bas âge, donc vont s'intéresser à ce qui se passe avant la phase édipienne. Ils vont s'intéresser à la relation entre la mère et le bébé. Et en s'intéressant à cette période, les psychanalystes vont surtout localiser dans cette période-là, dans la première enfance, les conflits, les impasses, les difficultés qui vont générer par la suite la psychose et d'autres pathologies plus lourdes. Si pour Freud, donc, la névrose a son point de départ pendant la phase édipienne, la phase phallique, les autres psychanalystes qui vont s'intéresser à ce qui se passe avant, surtout dans la relation mère-enfant, bien, vont localiser là le départ, le conflit de ce qui va après se déclencher comme pathologie lourde. Et Lacan, très attentif toujours aux études, à la littérature psychanalytique, eh bien, il va lui aussi s'intéresser à cette partie-là. Et par exemple, si on prend les travaux de Mélanie Klein, qui pour elle, l'Édipe qu'on retrouve dans les textes de Freud, eh bien pour elle, il y a une grande fantaisie, un grand travail fantasmatique qui se retrouve déjà chez le bébé. Et du coup, l'Édipe, les conflits édipiens, pour Mélanie Klein, se retrouvent déjà très tôt chez l'enfant. Et Lacan ne va pas discréditer ces travaux de Mélanie Klein, il va même les appuyer. Du coup, chez Lacan, on va se retrouver avec l'impact du père,
phase édipienne, c'est la fonction du père, dans la triangulation mère, enfant et donc père. Dans cette donc, triangulation, chez Lacan, on va donc retrouver des conflits ou des problématiques, des points d'impasse de cette triangulation chez le bébé, donc chez l'enfant quand il est très tôt dans son développement, et ensuite dans la phase édipienne. Et pour faire cela, Lacan a introduit, on le sait, une distinction entre père symbolique, père imaginaire et père réel. Un autre aspect dont il faut parler, c'est que Lacan était très attentif à toute la question de Dieu et de ce rapprochement entre père et aussi et Dieu, ce que Freud avait déjà fait. Mais pour Lacan, la fonction de Dieu n'est pas seulement celle de, comme disait Freud, de rappeler le père imaginaire de la phase édipienne, la phase phallique. Il a une fonction, si on regarde bien dans toutes les religions, le Dieu apparaît toujours pour donner une certaine consistance à ce qui se passe au niveau de l'habitat langagé. C'est-à-dire qu'il faut une garantie à ce qui se passe dans notre monde, et pour Lacan c'est le monde langagé. La garantie est donnée par ce Dieu, un autre de l'autre, c'est-à-dire l'autre du langage, l'autre auquel on est toujours confronté quand on parle. Eh bien, l'être humain va rechercher un garant de cet autre qui est Dieu, donc un autre de l'autre. Et ce garant, pour Lacan, effectivement, on doit le rechercher dans cette fonction paternelle, mais étant donné l'importance au départ de cette fonction, Lacan va plutôt parler du nom du Père pour évoquer aussi le nom du Père dans la Bible. Et le nom du Père est certainement le Père symbolique. Voilà, ça c'était un peu l'introduction. Maintenant, on va reprendre ce qui se passe très tôt dans cette relation entre mère et enfant, que les analystes des années 40, 50 parlaient de relations fusionnelles, mais qu'il y avait déjà une fantasmatique très très riche. Et ce que ces psychanalystes aussi disaient, que l'enfant était confronté, voilà, à ce désir de la mère. Voilà. Et Lacan va reprendre ça. Voilà. L'enfant est confronté à ce désir de la mère, qui est un désir, une jouissance très importante, qui, comme disaient aussi ces psychanalystes de l'époque, eh bien, va avoir aussi un effet néfaste, de bloquer le développement. Et c'est là qu'intervient l'interprétation de Lacan. La fonction paternelle est là essentielle. Elle est essentielle pour deux raisons. Une raison, c'est celle de limiter cet envahissement de jouissance de la mère, de poser une limite, de ne pas être confronté à cette jouissance illimitée. Et l'autre, c'est ce qu'on disait par rapport à Dieu, c'est-à-dire d'être un garant, de donner une consistance au langage. Donc, le nom du Père permettrait, dans cette relation fusionnelle, dans cette relation mère-enfant, de poser une limite entre les deux au niveau de la jouissance de la mère et de donner consistance, de permettre, voilà, c'est ça, permettre à l'enfant d'accéder au langage. Mais question pratique, c'est d'où vient cette fonction paternelle, si on parle de nom du Père. Eh bien, exactement, c'est dans cela qu'il faut être plus précis. Au départ, le Père en chair et d'os, pour Lacan, n'intervient pas vraiment. Il est là, c'est sûr qu'il est là, il a une certaine présence,
Mais à ce niveau-là, il n'interviendrait pas, au niveau de père symbolique, du nom du père. C'est à partir de la parole de la mère que ce nom du père peut ou ne pas être, ne peut ou ne pas intervenir. C'est donc la parole de la mère qui va entériner cette présence du nom du père, ou bien ne pas l'entériner. Ou bien, comme on l'expliquait pour la notion de forclusion, ou bien, si le nom du père n'apparaît pas dans la parole de la mère, eh bien, le nom du père est forclos. Il y a forclusion du nom du père. Par la suite, dans la deuxième étape de l'Édipe, il y a le père réel, père imaginaire, qui va certainement intervenir, et en partie aussi le père symbolique. Mais dans cette première étape, qui permettrait donc de poser une limite au niveau de la jouissance et de permettre un accès de l'enfant au langage, mais surtout de donner un garant. Il y a une garantie que ce nom du père va faire tenir un ensemble de signifiants. Eh bien, c'est faire apparaître ou pas le nom du père. S'il y a forclusion, eh bien, par la suite, une psychose peut se développer. Dans le cas Schreiber, par exemple, quand il sera confronté à la nomination de président d'une cour, c'était la nomination la plus haute, dans le champ de l'autre, il y a un signifiant qui a été forclos. Donc, il ne sait plus faire face à une certaine responsabilité. Et là, tout s'écroule. Quand tout s'écroule, se construit un délire où lui se transforme en femme et il est sujet à cette jouissance illimitée de Dieu. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.